j'ai une expérience de maman et je vais vous parler de mon expérience dans mon parcours professionnel. Donc, quand j'ai démarré mes études en pharmacie, il y a eu un premier événement qui est venu marquer mon parcours. Au tout début des études, on nous parle d'effets placebo et d'effets nocebo. Et ça a été une révélation pour moi, puisque en tant que future pharmacienne, on m'expliquait que dans les études sur les médicaments, on observe un médicament par rapport à un placebo, c'est-à-dire un produit dans lequel il n'y a pas de principe actif, et on observe ce qui se passe dans les deux groupes. Et le groupe qui prend le placebo, c'est le groupe témoin, c'est-à-dire que c'est le bruit de fond de l'étude. Mais il ne se passe pas rien dans ce groupe. On va se baser sur ce groupe-là pour voir si le médicament a un effet différent de rien. Et dans le groupe placebo, je découvre que des personnes qui ne prennent pas de médicaments guérissent et que des personnes qui ne prennent pas de médicaments mais qui pensent prendre un médicament développent les effets indésirables du médicament. Et pour moi, c'est une révélation parce que je me dis, ça nous montre à quel point nos pensées, nos croyances ont un impact sur notre santé. Ça veut dire qu'on a une pharmacie intérieure. Et moi, en tant que future pharmacienne, je ne peux pas me dire que je vais accompagner mes patients avec ma trousse à pharmacie et ne pas tenir compte que les gens ont des ressources à l'intérieur d'eux et qu'on peut les mobiliser et que tout ça, c'est complémentaire. Et surtout, autre point important, de savoir comment ne pas mobiliser l'effet nocebo en fonction de la communication qu'on va mettre en place avec les patients. Donc, première révélation, et là, forcément, je deviens très curieuse et je me mets à m'intéresser aux neurosciences, aux thérapies complémentaires, à toutes sortes de disciplines, comme la psychologie, par exemple, la communication. Et il se passe encore quelque chose dans mon expérience de future pharmacienne. Je fais un stage hospitalier à Nancy, à Villemain-Maringer-Fournier à l'époque, et le service de soins palliatifs est débordé et saturé. On est en 2002. On a déjà en 2002 le problème de personnel, le problème de matériel, le problème de formation, le problème de temps qui se pose. Et donc, on est à l'hôpital, le service de soins palliatifs est saturé, et en dermatologie, longue durée, on reçoit en dépannage les personnes en fin de vie. Et personne n'est formé dans le service. Ce sont des personnes qu'on va laisser seules. Parce que c'est pas facile, ce qui se comprend, puisque les personnes du service ne sont pas formées. Et moi, je peux pas. Je peux pas, en tant que future pharmacienne, voir ces personnes seules face à la mort. Et donc, je vais, grâce à une de mes enseignantes, Marie-France Auchon, qui à l'époque a créé une association d'accompagnement en fin de vie, eh bien, je me mets à accompagner les personnes en fin de vie. Et en étant moi-même, pas vraiment formée, mais quand même soutenue par l'association, avec ce manque de temps, ce manque de moyens, et au bout d'un an, je fais un burn-out. À l'époque, ça ne s'appelle pas comme ça. On est en 2002, on me dit que je fais une grosse dépression, on me fait faire une cure de sommeil, mais en réalité, je fais un burn-out. Un épuisement physique, émotionnel et une perte de sens. Et pourquoi je vous parle de ces deux événements? Eh bien, parce que ça a été deux points clés. Premièrement, accompagner les personnes en fin de vie m'a fait prendre conscience de quelque chose de fondamental. Ce sont les paroles de Simone Veil. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Ce que je découvre en accompagnant les personnes en fin de vie, c'est que il y a des situations dans lesquelles on ne peut plus rien dire ou plus rien faire pour soulager la souffrance d'une personne. Mais quelque chose est encore possible à ce moment-là. C'est d'être là. De ne pas laisser l'autre seul face à sa souffrance, face à la mort, et d'être là, pleinement là, avec toute l'attention qu'on peut offrir
à quelqu'un. Voilà. Pour moi, à ce moment-là, je découvre que le plus beau cadeau que je puisse faire à quelqu'un, c'est mon attention pleine et entière. Mais cette expérience de burn-out, elle m'apprend quelque chose aussi. C'est si je ne m'offre pas à moi-même cette même qualité d'attention, je ne me connais pas, je ne connais pas mes besoins, je ne connais pas mes limites et je ne sais pas prendre soin de moi. Et c'est là qu'intervient pour moi la méditation de pleine conscience, parce que par la suite, dans mon expérience de pharmacien de ville, je vais à nouveau avoir ces expériences d'accompagnement de fin de vie, mais je ne vais plus m'épuiser. Pourquoi? Parce que, entre-temps, j'ai découvert que je pouvais me donner de l'attention. Et vous allez voir ce soir, c'est vraiment ce mot qui est au cœur de se prendre soin. Alors, moi, l'attention est au cœur. Ce que je découvre dans cette expérience, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas appris, ni pendant mes études, ni même au cours de mon éducation, ni même dans la société. On m'a même appris l'inverse. On m'a appris, c'est bon. Donc on m'a appris l'inverse. On m'a appris que prendre soin de soi, c'est égoïste. Qu'une bonne personne se dévoue, se sacrifie. D'ailleurs, vous l'avez vu pendant la crise Covid, un soignant est un super-héros. Non, je ne crois pas. Alors, ce que je découvre, c'est que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel, c'est même vital. Alors, petit clin d'œil à ma belle-sœur qui est hôtesse de l'air. J'aime bien prendre, pour exemple, l'image des règles de survie dans un avion. Entrez, allez-y. J'aime bien prendre cet exemple parce que ça nous montre à quel point c'est essentiel de prendre soin de soi. Quand le masque à oxygène tombe parce qu'il y a des pressurisations, la règle de survie, c'est d'abord je m'équipe et ensuite je vais aider les autres. Parce que si je ne le fais pas, pendant que je vais aider quelqu'un, je peux moi-même manquer d'oxygène, perdre connaissance. Et donc, à ce moment-là, ni la personne que j'ai aidée, ni moi-même ne sommes en sécurité. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est je prends soin de mes besoins. Et une fois que j'ai pris soin de mes besoins, je ne me sens plus en tension, ni physiquement, ni psychologiquement, et je peux être attentif et aider les autres. Donc cet exemple, pour moi, il est fondamental. Quand on prend soin de soi, de ses besoins, on n'est plus disponible pour les autres. Et c'est un cercle vertueux parce que on le sait avec les enfants, quand on montre l'exemple, grâce aux neurones miroirs, les personnes qui sont en face de nous apprennent. Elles apprennent de notre attitude, de comment on se comporte, de comment on est avec eux. Et donc, pour moi, c'est essentiel, c'était essentiel à ce moment-là de prendre conscience que le cordonnier doit être le mieux chaussé. Et ça me paraissait aberrant, et ça me paraît aujourd'hui aberrant, que tant de soignants soient en souffrance dans notre pays, puisque normalement, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà être soi-même disponible et bien. Et puis, il y a eu cette prise de conscience dans mon expérience d'aidant, dans mon expérience de maman, que finalement, le soin, c'est beaucoup plus large. En fait, finalement, il y a deux mots qui sont importants pour moi, c'est la responsabilité et la vulnérabilité. Il y a toujours des moments dans notre vie, par rapport à des personnes de notre entourage, par rapport à notre famille, par rapport à des collègues, par rapport à des personnes qu'on accompagne dans le travail, il y a des moments où on va se sentir responsable d'eux. Donc il y a cette notion de responsabilité. Et puis, il y a cette notion de vulnérabilité, c'est-à-dire d'être accompagnant, responsable d'une personne qui est en situation de vulnérabilité. Un bébé est vulnérable, des enfants sont vulnérables, des personnes handicapées sont vulnérables, des personnes en situation de précarité, des personnes malades. On a beaucoup de situations de vulnérabilité et on peut tous être concernés par cette notion de responsabilité et de soin. Voilà, vous aurez le support de présentation après, mais de toute façon, finalement, c'est juste un support visuel, à part cette diapo où il y a beaucoup de mots dessus, mais finalement, c'est pas très grave.
Alors, je vais quand même vous dire un mot sur les particularités du soin, parce que quand j'ai écrit mon livre Plaidoyer pour un système de santé plus humain, ben, j'ai fait un état des lieux du système de santé et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et ces choses-là, finalement, vous allez voir que vous soyez soignant, thérapeute, psychologue, éducateur, ou quel que soit votre métier, ou quelle que soit votre situation, peut-être vous êtes aidant, peut-être vous avez un proche qui est en situation difficile, vous allez peut-être faire des liens avec ce que je vais vous dire. La particularité du soin, c'est que ce sont les métiers les plus stressants. Il y a des études mondiales qui ont été faites et qui ont montré que les métiers du soin sont les plus stressants et les plus épuisants. Pourquoi? Parce que dans le quotidien, on est face à des urgences, des dangers de mort, de l'imprévu et de l'inconnu. Tout ça, ça suscite la peur et le stress. On est dans le système de santé, évidemment, soumis à un manque de moyens financiers, d'effectifs, de temps, même de liberté d'exercice de plus en plus. Alors, on a beaucoup de protocoles aujourd'hui dans le soin. Ça peut être soutenant, ça peut être aidant et ça peut éviter des déviances. Mais ça peut aussi parfois être très rigide, ça peut manquer de souplesse dans certaines situations. Et moi, je l'ai rencontré dans l'exercice de mon métier et il fut une époque où on pouvait exercer notre métier, c'est-à-dire notre intelligence débrouillarde pour trouver des solutions pour les patients, même si c'était pas remboursé, même si voilà, on arrivait encore à trouver des petites solutions pour arranger les choses, mais ça devient de plus en plus difficile. Et je pense que dans l'exercice médical, c'est encore plus compliqué pour les. Et puis à l'hôpital, il y a cette volonté de protocoliser pour la rentabilisation. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le même objectif que celui du soin. Il y a cette notion de responsabilité de personnes vulnérables. Donc quand on est soignant, on est responsable pénalement, civilement. Et puis en dehors de ça, on peut être responsable sur le plan humain ou moral. Et sur le plan moral, il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette pensée qui circule dans notre société qu'une bonne personne se sacrifie et pense aux autres avant de penser à elle. Il y a effectivement une surcharge administrative, et puis tout ça, vous pouvez le voir aussi, hein, si vous n'êtes pas dans le milieu du soin. La surcharge administrative, hein, quand on est aidant, elle est là aussi. La surcharge mentale, parce qu'effectivement, il faut penser à beaucoup de choses. Et il y a cette notion dans le soin de prise en charge. Moi, j'ai commencé mon exercice professionnel parce qu'on m'avait appris cela, à prendre en charge les patients. Alors, vous entendez les mots, hein, prendre en charge. Premièrement, c'est une sacrée responsabilité, une relation où il y a deux personnes. Et ensuite, il faut savoir que quand on est soumis à une situation de stress, que ce soit la maladie ou autre chose, hein, mais quand on est soumis à une situation de stress, ce qui est le plus difficile à vivre, c'est quand on se sent impuissant. Donc, prendre en charge un patient, ça lui retire son pouvoir d'action quelque part. Donc, accompagner le patient, ça va plutôt être travailler en équipe pour que le patient apprenne petit à petit à faire sa part dans la relation de soins. Mais en tout cas, ça, on ne nous l'apprend pas. Enfin, en tout cas, moi, on ne me l'a pas appris. Et puis, il y a aussi en France cette histoire du soin aussi, hein, jusqu'à il y a peu de temps. Moi, je suis née dans une maternité qui était tenue par des bonnes sœurs. Ma mère a été accouchée par des bonnes sœurs. Et donc, il y a encore cette notion, et on le voit, hein, moi j'ai interrogé des soignants pour écrire mon livre, et on avait beaucoup de retours de soignants qui exprimaient cette difficulté rencontrée. On a tendance à croire que les soignants doivent être des héros, doivent se sacrifier, doivent ne pas forcément regarder le côté financier. Mais bon, aujourd'hui, les soignants ne sont plus des bonnes sœurs, ils ne sont plus logés, nourris, ils ont des familles, ils ont des charges financières, et donc forcément, tout ça, c'est une question d'équilibre. Et on a encore dans notre... alors, je ne vais pas dire inconscient collectif, parce que je ne sais pas si c'est juste, mais
cette pensée dans la société que le soignant doit se dévouer au point de se sacrifier. Et puis, on peut être confronté à des contextes difficiles, à de la violence. Une personne qui est en souffrance, qui est malade, qui va mal, elle a peur. Quand on a peur, on a 3 possibilités de réaction. On peut être inhibé, on peut être en lutte et on peut être dans la fuite. Quand on est dans la lutte, on peut avoir des comportements agressifs. Et ça aussi, on n'est pas préparé à faire face à cette agressivité et à prendre conscience qu'elle n'est pas forcément dirigée contre nous. C'est pas ça. On est exposé à la douleur, à la souffrance et à la mort au quotidien. Mais en tout cas, dans les métiers du soin, cette exposition à la souffrance et à la douleur, c'est le plus gros facteur de stress. Parce qu'on a des neurones miroirs. Et vous allez voir exactement pourquoi. Dans le fonctionnement du cerveau, c'est un véritable problème qu'on ne soit pas formé à faire face à cette souffrance et à cette douleur. Et puis ce qu'on oublie aussi, c'est que il y a cette souffrance qui est face à nous et qu'on peut capter avec notre empathie, mais il y a aussi nos propres sentiments. Moi, j'ai travaillé 10 ans avec Virginie dans une pharmacie pendant 10 ans, j'ai accompagné des patients, j'ai vu grandir leurs enfants, certains sont morts, et moi-même, je me suis sentie vulnérable dans cette situation-là parce que j'avais mes propres émotions, je vivais mes propres deuils, je m'étais attachée aux patients. Et ça, on ne nous y prépare pas non plus. Donc, on est mal formé ou pas assez formé sur les compétences psychosociales. Alors, on est aussi formé à être en compétition, hein. Que ce soit du début de l'école jusqu'à la fin de nos études, on nous apprend à être en compétition et pas à être en coopération. Or, pour prendre soin des gens, il faudrait qu'on puisse coopérer, qu'on ne soit pas en compétition. Ça, ce sont des compétences qui s'apprennent. Donc, les compétences psychosociales, c'est quoi? Je vous ai mis vite fait, hein. Le référentiel de Santé publique France, c'est quoi? C'est les compétences cognitives, la capacité de réfléchir, de raisonner, d'avoir conscience de soi aussi, mais de prendre des décisions efficaces. Les compétences émotionnelles, avoir conscience de ses émotions et de son stress et savoir les réguler avec résilience. Et les compétences sociales, savoir communiquer, prendre soin de ses relations et résoudre les problèmes et les conflits. Ça, c'est les compétences psychosociales. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait qu'elles sont essentielles et on apprend aux tout petits maintenant à développer ces compétences à l'école, pas partout, hein, mais ça commence. Ça fait partie des consignes de l'éducation nationale maintenant. Mais je pense que c'est la clé. Voilà, développer les compétences psychosociales, elles peuvent nous aider à réguler nos propres émotions, notre propre stress, se connaître, connaître nos limites, nos besoins. Et un autre point qui est important dans ces compétences psychosociales, il y a cette intelligence émotionnelle. Et en fait, on est dans une association tête, corps, cœur. Quand on est tout petit, on vit depuis le ventre de la maman jusqu'à l'âge de 4-5 ans, on vit ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que quand on dit que les bébés sont des éponges, les tout petits sont des éponges, c'est vrai. Ils prennent le stress des gens qui sont autour. Ils prennent les émotions des gens qui sont autour comme si c'était les leurs. Et comme leur cerveau n'est pas mature, c'est très dur à vivre. C'est pour ça qu'il y a des décharges émotionnelles, c'est pour ça qu'il y a des comportements qui paraissent parfois inappropriés, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Leur cerveau va maturer jusqu'à l'âge de 25 ans, et puis après, même tout au long de la vie, il va y avoir des modifications. Normalement, si on avait grandi, nous, dans une société où les compétences psychosociales étaient connues, où les neurosciences affectives et sociales avaient été développées, on aurait été aidé par des parents connaissant ces neurosciences, qui nous auraient appris à accueillir nos émotions, à être à l'écoute de notre corps, qui nous auraient accompagnés à traverser nos émotions. Mais ça n'a pas été le cas. Alors évidemment, il ne faut pas en vouloir à nos parents parce que
Les connaissances à l'époque étaient ce qu'elles étaient, ils ont fait de leur mieux, ils ont reproduit ce qu'on leur avait appris. Mais maintenant, on sait. Grâce aux neurosciences, on sait que si on accompagne les enfants à, si on accompagne les enfants à travers leurs émotions, leurs difficultés de façon bienveillante, eh bien, ils vont développer les étapes suivantes, contrairement à peut-être nous. C'est-à-dire, premièrement, ils vont commencer vers l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, petit à petit jusqu'à 25 ans. Et donc, ils vont commencer à développer ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est ce qui nous permet de percevoir les émotions des autres et de savoir qu'elles ne nous appartiennent pas, que ce sont les émotions des autres. Ça, c'est très important, parce qu'une émotion vient nous signaler un besoin. J'ai peur, j'ai besoin de sécurité. Je suis en colère, j'ai besoin de respect. Si l'émotion ne m'appartient pas et que je ne le sais pas, et que je ressens un truc là, mais qu'elle ne m'appartient pas, c'est parce qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui est en colère et il y a cette contagion. Si ce n'est pas mon émotion et que je ne sais pas que c'est mon émotion, comment je peux la résoudre puisque je n'ai pas de besoin? Je ne peux pas. Donc, je vais m'épuiser. Je vais m'épuiser physiquement parce que l'émotion, c'est physique, c'est dans le corps. Donc, déjà, cette première étape est importante. Mais là, quand on n'a pas grandi avec les compétences psychosociales développées, on peut se retrouver soignant à l'hôpital avec soit cet effet éponge émotionnel qui nous épuise, soit on prend une stratégie de survie et là, on va dans l'évitement et on devient froid parce que c'est une stratégie de survie. Et puis, si normalement, on est toujours accompagné dans notre maturation cérébrale au mieux, eh bien, on va développer ce qu'on appelle la compassion ou l'empathie active. C'est-à-dire, OK, je ressens une émotion ou je ressens l'émotion de l'autre, mais je me mets en action pour résoudre le problème, pour prendre soin du besoin. Comment je peux aider cette personne? Comment je peux la soutenir? Comment je peux l'accompagner dans ce qu'elle vit? Parce que je vois bien qu'elle est en souffrance et qu'elle a des besoins. Et donc ça n'épuise pas. Parce qu'on est mu par un sentiment chaleureux de sollicitude et on va pouvoir accompagner l'autre à traverser son expérience difficile, son moment de vie difficile. Et puis ensuite, il y a l'autocompassion, c'est-à-dire avoir cette même bienveillance pour nous-mêmes. Et c'est là que ça se fait. Alors, dans ce franchissement d'étapes, il y a aussi la diffusion du comportement, c'est-à-dire quand on apprend à décrypter les émotions, à bien les comprendre, on devient conscient que la personne en face de nous qui est agressive, qui a un comportement qui nous paraît inapproprié, en fait, elle est en réactivité émotionnelle, elle fait ce qu'elle peut. Parce qu'elle non plus, elle n'a pas appris à développer ses compétences psychosociales. Donc, on apprend à défusionner la personne du comportement, comme avec les enfants. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce petit garçon gigote sur sa chaise que c'est un enfant agité. On va pas coller d'étiquette à la personne. Son comportement n'est pas cette personne. Donc, ça, c'est très important. Et donc, je reviens à cette notion de compassion et je voudrais vous proposer une petite expérience. Si vous en êtes d'accord, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez garder les yeux ouverts. C'est juste, je vais vous demander juste d'imaginer que vous êtes dans une situation. Donc, je vous invite à imaginer que vous êtes chez vous, vous recevez du monde, vous êtes super heureux, content de recevoir vos amis à la maison. Vous avez sorti vos beaux verres baccarat. Ils sont sur le plateau. Vous vous dirigez pour l'apéro dans le salon. Tout à coup, vous trébuchez, vous glissez, vous vous étalez tout votre long, le plateau tombe, tout se casse. Quel est votre premier mot? Vous avez entendu. Alors maintenant, on fait l'expérience différemment. Vous pouvez de nouveau vous mettre en situation, mais là, vous êtes chez votre meilleur ami. Il ou elle vous reçoit avec plaisir. Vous êtes au salon pour l'apéro ou sur la terrasse, peu importe, imaginez ce que vous avez envie. Et votre ami arrive
très heureux, très heureuse parce que c'est un moment agréable de vous recevoir. Il ou elle a sorti ses plus beaux verres, ses verres baccarat, il arrive avec son plateau, il glisse, elle glisse, s'étale de tout son long, les verres tombent, tout se casse. Quel est votre premier mot? Voilà, alors je ne sais pas si tout le monde a entendu, je ne sais pas si en visio vous avez entendu. Pour soi-même, on se dit zut, quel nul, enfin des mots comme ça. Et quand c'est notre ami, moi j'ai entendu tu n'as rien, c'est pas grave, tu t'es pas fait mal, voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a un truc qui se passe. C'est la même expérience. On est bienveillant avec notre ami, mais avec nous, on est dur. Pourquoi? Parce que c'est nous qui vivons l'expérience. Et c'est là que les neurosciences viennent nous apporter un élément essentiel. Quand on est sous le coup du stress, nos fonctions cognitives sont déconnectées. Les fonctions cognitives, c'est ce qui va nous permettre de comprendre et de résoudre. De comprendre ce qu'on est en train de vivre et de ressentir, et de trouver une solution pour traverser cette situation. Et vont agir à ce moment-là différentes zones. Quand on vit un stress ou une émotion, ça se passe plutôt dans cette zone basse du cerveau, avec le cerveau reptilien qui va s'activer, le cœur qui bat, les mains moites, la tension musculaire. Et puis, ça va déclencher peut-être du cortisol, par exemple, qui va déconnecter ou inhiber les neurones qui permettent que l'information remonte vers les fonctions cognitives. Donc, on va rester dans le cerveau émotionnel et dans le corporel et voilà, et ça ne se résout pas. Parce qu'on est sous le coup du stress, parce qu'on n'est pas capable de comprendre, parce qu'on est sous le choc. Et pourquoi on en est là? Bien souvent, justement, parce qu'on n'a pas développé nos compétences psychosociales. Ce n'est pas irrémédiable, il y a des solutions. Donc, comment on va pouvoir remettre du lien, en fait, entre le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif pour que le cerveau cognitif puisse venir apaiser, solutionner l'émotion, prendre soin du besoin que l'émotion nous manifeste? Comment on va trouver un équilibre et apprendre ça, ce qui va nous permettre de prendre soin de nous et d'être en autocompassion? Eh bien, on va apprendre exactement comme un enfant a appris le vélo, pardon. Eh bien, on va commencer étape par étape. On va s'entraîner quotidiennement. Et bien évidemment, la méditation pleine conscience, la mindfulness, la pratique de l'attention, la pleine présence, on peut l'appeler comme on veut. Cette pratique attentionnelle va nous aider. Et je dis bien cette pratique attentionnelle, moi j'aime l'appeler comme ça maintenant parce que c'est vraiment une pratique attentionnelle. Et vous voyez maintenant le lien avec ce que je vous disais au début. Donc on va apprendre petit à petit, en élargissant tout doucement la zone de confort, à développer ces compétences psychosociales qui vont nous aider. Et pourquoi cette pratique m'a vraiment plu? C'est parce qu'elle est très accessible. C'est simple, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de position, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de matériel. Le matériel, c'est ce qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de durée. Ce qui compte, c'est simplement la répétition, la régularité. Si on fait au début que quelques secondes, quelques minutes, tous les jours, c'est cette régularité qui va mettre en place les choses. Pourquoi? Puisque nos neurones sont un peu comme des petits chemins de campagne. Si on les emprunte jamais, on les voit pas. Si on commence à les emprunter tous les jours, les broussailles, les herbes vont s'affaisser. Et puis peut-être d'autres personnes vont passer par ce chemin. Peut-être un jour, ce sera une autoroute. Et donc, plus on va emprunter ce chemin, plus il va être facile à emprunter. Ce qui m'a plu aussi de ce côté accessible, alors pour tout vous dire, c'est mon fils, Raphaël, quand il était petit. Pour moi, cette pratique, c'est un jeu d'enfant. J'ai démarré avec lui, il avait 4 ans. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas de prérequis, si ce n'est d'avoir acquis un certain niveau de maturité cérébrale en tant qu'enfant dans ses capacités attentionnelles. C'est-à-dire que le tout petit bébé, quand il y a un bruit, hop, il tourne la tête, il a une attention réflexe. Et puis, à partir de 3, 4 ans, 5 ans,
on va pouvoir développer notre attention focalisée, poser notre attention, maintenir notre attention. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à pratiquer avec les enfants. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, pour moi, ça m'a montré que, effectivement, on peut démarrer très tôt et que c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, moi, pour mon travail, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai appris avec les enfants, parce que très vite, j'ai travaillé avec des groupes d'enfants et puis j'ai accompagné à la parentalité par la suite. Donc, pas de prérequis. En revanche, attention, il y a des contre-indications. C'est-à-dire que on travaille toujours ou avec des professionnels de santé ou en lien avec des professionnels de santé quand les personnes souffrent de pathologies psychiatriques graves, par exemple en période de choc post-traumatique, période de crise de panique en maladie psychiatrique avec risque dissociatif comme la schizophrénie ou en dépression en phase aiguë, on ne pratique pas les programmes de méditation, qui sont des programmes lourds avec 1 heure de méditation tous les jours pendant 2 mois. On ne pratique pas ces programmes sans l'aval du professionnel de santé qui suit la personne. Mais en dehors de ces situations-là, et quand c'est des petites pratiques courtes et ludiques, eh bien, il n'y a pas de difficulté à avancer dans la pratique. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais médité? Est-ce que vous voulez bien, si c'est OK, lever la main Ouais, OK. OK, super, merci. Alors, excusez-moi, mais je vais vous contredire. Donc, en fait, juste, vous ne savez pas que vous avez déjà médité, puisque on met des choses derrière le mot méditation. Il y a plein de formes de méditation, mais la méditation dont je vous parle, en fait, on l'a tous déjà expérimentée sans le savoir. Il y a des croyances sur la méditation. Il faut savoir que, premièrement, ce n'est pas rester immobile. On peut méditer en bougeant. Il y a 2 types de méditation. La méditation formelle où on peut se poser et la méditation informelle où on peut être présent en faisant quelque chose. Il n'y a pas besoin de se mettre en position du lotus. Ce n'est pas arrêter de penser ou faire le vide, mais c'est prendre conscience de ses pensées. Ce n'est pas se calmer. Ce n'est pas réservé aux gens zen. Moi, je n'étais pas quelqu'un de zen du tout. Hein. Et ça n'a rien de religieux. Hein. C'est vraiment quelque chose de très concret. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà tous vécu. Par exemple, hein, pour les personnes qui ont levé la main, je pense que vous avez déjà fait l'expérience d'observer un beau coucher de soleil, de remarquer que les couleurs changent d'instant en instant, et puis de remarquer peut-être comment vous vous sentez, peut-être émerveillé, peut-être apaisé, peut-être envie de partager ce bon moment avec quelqu'un, peut-être de la joie. Voilà, je pense que tout le monde a déjà vécu ça. C'est ça, en fait, la pratique de la méditation concrètement, c'est ça. C'est cette attention de qualité que je vais donner à ce que je perçois de mon environnement et à ce que je perçois de moi dans le moment présent. Simplement, quand je vais méditer, je vais apprendre à avoir cette qualité d'attention aussi dans les moments neutres et dans les moments désagréables. Et c'est ça qui va transformer les choses, puisque je vais apprendre à accueillir le fait que des fois, c'est pas terrible ce que je vis, mais j'ai mon corps qui me parle et il y a des signaux. Et comment je peux les prendre en compte pour prendre soin de moi dans cette situation qui est très désagréable. Voilà. Donc, on va simplement se mettre à cultiver cette qualité qu'on est capable d'avoir naturellement. Et comment ça va nous aider? Ça va développer notre attention à nous-mêmes, mais aussi à notre environnement, aux autres. Ça va nous permettre de nous connaître et donc de prendre soin de nous. Alors, si on regarde un peu les mécanismes attentionnels, tout à l'heure, je vous ai dit que l'attention chez le tout petit, elle est réflexe. Et quand on va méditer, donc c'est Antoine Lutz qui a démontré ça au CNRS à Lyon. Donc, on sait exactement ce qui se passe dans le cerveau, est-ce que ça renforce, est-ce que ça développe. Donc, au niveau de l'attention, hein, là, je vous parle de l'attention. Donc, quand on va méditer, on va focaliser notre attention vers quelque chose qu'on sent dans notre corps. Par exemple, mettons, je sens ma respiration dans ma poitrine. Voilà, je sens que ça bouge, ça respire, voilà. Je ne cherche pas à modifier quoi que ce soit, hein, juste je sens ce qui se passe. Donc, je vais focaliser mon attention sur quelque chose que je sens avec les sens
mais ça peut être aussi ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire les paramètres internes, peut-être la faim, la température, le rythme cardiaque, ou la proprioception, c'est-à-dire ma position dans l'environnement, ma stabilité, mon équilibre. Et puis, il va se passer cette boucle attentionnelle, c'est-à-dire que très vite, mon esprit va se mettre à vagabonder, à partir dans les pensées, loin, loin, loin. Je vais me perdre dans la jungle de mes pensées. Et puis tout à coup, je vais m'en rendre compte. Et quand je m'en rends compte, qu'est-ce que je fais? Je ramène mon attention et je la repose dans ma respiration. Et puis hop, elle s'échappe de nouveau. Hop, je la ramène. Et qu'est-ce que je fais là dans ce mouvement? Eh ben, je vais muscler mon attention. Et donc, quand mon attention se renforce, elle se stabilise. Quand elle se stabilise, elle s'ouvre. C'est-à-dire que plus mon attention est stable dans le moment présent, plus je vais capter des informations de mon environnement et de mon intérieur. Donc, je vais être plus attentive à moi, mais aussi aux autres et au monde qui m'entoure. Alors, petite remarque, les écrans. Alors, vous allez me dire, mais alors donc, quand je suis pour mon enfant ou quand je suis sur mon écran, je suis attentive. Alors, pas du tout. C'est de l'attention captée. Que ce soit les notifications ou les écrans, c'est de l'attention AP, captée. C'est pas une attention active. Alors, ça épuise quand même l'attention. Hein. C'est-à-dire qu'après avoir fait quelques heures d'écran, notre attention est fatiguée et on est moins capable d'être attentif. Mais en plus, on détruit, ou en tout cas, on n'entraîne pas nos capacités attentionnelles dirigées, actives. Et donc, on peut se retrouver avec des enfants, des adultes, avec des troubles de l'attention. Donc, ça peut être pas mal d'enlever les notifications. Alors, ce fameux vagabondage dont je viens de vous parler, il faut quand même savoir qu'on a des études qui ont montré qu'en moyenne, ça occupe 53% de notre temps. Ça veut dire que 53% de notre vie éveillée, on n'est pas là. On est au travail en train de penser à nos vacances ou alors en vacances en train de penser à notre travail. Ou alors, on aurait pu dire que c'était Valérie avant qui promenait son chien. Voilà, le chien est bien conscient du moment présent, mais le petit personnage qui promène son chien, il est dans toutes ses préoccupations. Donc la moitié de notre vie, on la passe dans notre tête, dans le monde virtuel de nos pensées. Et il faut quand même prendre conscience que 80% de nos pensées, en moyenne, sont négatives. Ça s'appelle le biais cognitif de négativité. Ça veut dire que on va focaliser sur ce qui ne va pas. Alors, ça peut nous aider à résoudre des problèmes, bien évidemment, mais on observe aujourd'hui que ça nous est pas bénéfique. Hein. Il faudrait retrouver un juste équilibre, en fait. Par exemple, vous voyez, j'aime bien Snoopy parce qu'il y a beaucoup de choses sur la pleine conscience ou l'instant présent. Et vous voyez bien que Charlie Brown, là, il est au bord d'un magnifique plan d'eau avec son ami Snoopy. Il n'est pas du tout en train de profiter de ce moment avec son ami et il lui dit un jour nous allons tous mourir, Snoopy. Là, il est en plein dans son biais cognitif de négativité et il n'est pas du tout présent à ce qu'il est en train de vivre. Et Snoopy, lui dit oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Et puis, autre point important, 95% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Ça veut dire qu'on a une légère tendance à ruminer. Voilà, ça pourrait se résumer par cette phrase de Mark Twain. J'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie, mais la plupart ne sont jamais arrivés. Et contrairement à ce qu'on pense, les pas des choses abstraites. Les pensées, ce ne sont pas des choses abstraites. C'est de l'électricité, c'est du sucre, c'est de l'oxygène, c'est des neurotransmetteurs. Une pensée stressante, c'est du cortisol. Notre cerveau est un simulateur, vous l'avez vu tout à l'heure. On a simulé dans notre tête, je suis à la maison avec mon plateau, puis après je suis chez mon ami avec mon plateau. Voilà, notre cerveau, il simule des situations. Donc quand on est, par exemple, comme Valérie autrefois dans son lit en train de ruminer, ressasser ses problèmes avec un tel qui lui a mal parlé, et machin, et truc. Ah, puis j'aurais dû lui dire ça, et puis oui, il doit penser ça. Voilà, et ben hop,
du cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du réveil. Alors, vous croyez que Valérie, elle va pouvoir s'endormir avec l'hormone du réveil dans son corps? Ça va être compliqué, hein. Donc ça, c'est un exemple. Mais en fait, ça fonctionne comme ça dans notre corps, hein. Tout est relié, tout interagit. Nos pensées peuvent générer des émotions, du stress, des sensations corporelles. Nos sensations corporelles peuvent générer des émotions, des pensées. Enfin, tout interagit. Les émotions déclenchent également des sensations corporelles et des pensées. C'est relié. Et donc, avec ces pensées, on peut créer beaucoup de souffrances avec ces biais cognitifs, ces ruminations, etc. Alors, j'ai mis la souffrance autour de la douleur. Un exemple tout simple, je peux me lever un matin et puis avoir mal à la tête et commencer ma journée en me disant « Oh là là, j'en ai marre, ça va me pourrir la vie. Si je prends un cachet, je vais avoir mal à l'estomac, j'en ai marre. Ça m'arrive toujours quand je dois aller là. J'ai pas de chance. Pourquoi ça m'arrive à moi, etc. » Et tout ce langage intérieur négatif, eh ben voilà, cascade de stress, etc. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie la douleur, ça la prolonge, ça crée de la souffrance autour de la douleur. Et alors, deux autres petits exemples que j'ai notés comme ça, parce que c'est intéressant de voir ce qui peut se passer. On a cette étude-là qui a montré que ruminer peut avoir un impact sur les télomères. Les télomères, c'est les zones qui sont de chaque côté des chromosomes, qui ne servent pas à rien, elles ne codent pas pour du matériel dans le corps, hein, comme le reste du matériel génétique. Ça sert à, quand il y a réplication des cellules, duplication des cellules, cette zone, elle va protéger des erreurs. Elle va protéger tout le matériel génétique qui est entre. Et donc, plus ces télomères sont longs, mieux c'est. Plus ils réduisent, plus on accélère le vieillissement, les risques d'erreur, de réplication. Et donc, c'est un des faits intéressants des ruminations. Et puis, j'ai quand même voulu vous montrer un exemple positif. Ça, c'est une étude qui a été faite à Sydney sur une chirurgie placebo, sur une épicondylite. Donc, c'est par exemple les tennisman ou les gens qui ont des mouvements répétitifs et qui ont des douleurs ici. Donc, on a pris un groupe, on les a opérés, on a enlevé une petite partie douloureuse là. Et puis, on a pris un autre groupe et on leur a juste fait une cicatrice. Et on les a observés sur des années et on s'est rendu compte que sur le long terme, il y avait le même impact sur la douleur. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point nos pensées peuvent agir sur notre corps. Hein. Et donc, je vous parlais des émotions tout à l'heure. Les émotions, ce sont des voyants rouges sur notre tableau de bord. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'être dans votre voiture, de voir un voyant rouge sur le tableau de bord et de vous dire « Tiens, je vais mettre une petite gommette verte et puis je vais continuer à rouler ». Non, hein. Il n'y a personne qui me dit oui. Voilà, on prend plus soin de notre voiture que de nous-mêmes. Parce qu'une émotion, c'est exactement ça. C'est un voyant rouge sur le tableau de bord. C'est en train de nous signaler qu'il se passe quelque chose. On a besoin de quelque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir des stratégies d'évitement. On va grignoter, on va fumer une cigarette, on va prendre le téléphone, on va faire autre chose. Voilà. On va nier ce qu'on est en train de ressentir et vivre parce que c'est pas confortable et qu'on nous a pas appris. Mais n'empêche que ce phénomène vient nous dire qu'on a besoin de quelque chose. Et tant qu'on n'aura pas pris soin du besoin, ça restera en sourdine dans notre organisme avec des impacts sur notre bien-être. Par exemple, ne serait-ce que, vous connaissez peut-être l'effet cocotte-minute, il y a un bruit de fond émotionnel qui est là parce qu'il n'a pas été résolu. Et puis, il va y avoir des événements tout au long de la journée qui vont venir faire monter la pression jusqu'à la petite goutte d'eau le soir, peut-être juste une parole du conjoint, de l'enfant, et là, on explose. Voilà, c'est la cocotte minute. Et après, coup, on se dit, oh là là, mes mots ont dépassé mes pensées. Mais en fait, on a vraiment vécu ce processus de cocotte minute au niveau des émotions. Alors qu'effectivement, quand on apprend normalement à réguler ses émotions comme on devrait le faire, l'émotion arrive, il se passe quelque chose dans le corps, on résout, et puis hop, il n'y a plus rien, c'est fini. Une émotion qui vient frapper à notre porte pour nous dire un message, une fois qu'on a ouvert la porte, qu'on a écouté le message, elle n'a plus besoin de frapper. Mais si on n'a pas écouté le message,
elle va frapper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'entende. J'aime bien résumer ça par cette phrase de Christophe André qui dit ceci: on ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'arriver. De la même manière, on ne peut pas soulager une souffrance que l'on n'a pas accepté de reconnaître. Et on est dans une société, malheureusement, où il y a une injonction au bonheur, une injonction à gérer ses émotions, ce mot que je n'aime pas du tout, alors qu'effectivement, il y a des moments dans la vie où ça ne va pas. Et on a le droit de ne pas aller bien. Et à un moment donné, c'est justement parce qu'on va reconnaître que ça ne va pas qu'on va pouvoir prendre soin de soi et trouver des solutions. Que ce soit des solutions soi-même ou d'aller demander de l'aide quand c'est nécessaire. Donc la pratique de la méditation, elle va nous aider à repérer tout ça et redynamiser tout ça différemment. C'est-à-dire que quand je vais apprendre à sentir ce qui se passe dans mon corps, je vais apprendre à accueillir ce que je suis en train de vivre. Et c'est seulement une fois que j'aurai accueilli ce que je suis en train de vivre que je pourrai passer à l'action en choisissant la bonne façon d'agir plutôt que de réagir de façon automatique avec peut-être mes conditionnements, ce qu'on m'a appris à faire. À l'époque, on ne savait pas ce qu'étaient les compétences psychosociales. Donc, cette qualité d'attention ici et maintenant à ce que je ressens dans mon corps, dans mes émotions et ce que je pense, ce que je vais apprendre petit à petit à remarquer. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Et quelles sont les pensées qui me traversent? Et je vais même aller plus loin, je vais développer ma métacognition, je vais être capable de repérer mes schémas de pensée. Parce que j'ai des croyances, parce que j'ai des automatismes de pensée qui viennent de mes expériences, de mon éducation, de la société. Et elles ne sont pas toujours bonnes à tous les moments de la vie pour moi. Donc, je vais pouvoir les remettre en question au fur et à mesure quand je vais les repérer. Dès que je repère quelque chose qui se passe en moi, je suis libre. Je suis libre de choisir de continuer dans cette voie ou peut-être d'essayer autre chose. Donc, mon corps me parle, mes émotions me parlent, mes pensées me disent des choses de moi aussi. Et ça va me permettre d'avoir mes 3 intelligences en action, tête, corps, cœur, pour avoir plus d'informations et prendre soin de moi. Et plutôt que d'être une tête sur pattes en pilotage automatique, d'être pleinement, voilà, Valérie, des pieds à la tête, mais avec aussi tout le reste entre les deux. Quelque chose qui va pas. Ces mécanismes, ça va être sur les 3 dimensions dont je vous parlais. Hein. On va faire attention aux sensations corporelles, aux émotions, aux pensées. Et après la pratique, on va faire un temps de feedback, de retour d'expérience. On va prendre un temps pour mettre des mots sur notre expérience. Et cette étape-là, vous allez voir à quel point elle est importante. Donc, il y a ce moment d'accueil, de présence à soi. Et puis après, je mets des mots sur... Et mettre des mots sur ce qu'on a vécu va avoir un impact énorme. Voilà, vous retrouvez mon petit schéma de tout à l'heure. Mettre des mots, ça va me permettre de remettre en lien mon cerveau émotionnel et mon cerveau cognitif. Je vais activer mon cortex singulaire antérieur, je vais activer mon cortex préfrontal et je vais pouvoir remettre en route le cerveau qui comprend ce que je suis en train de vivre et qui trouve des solutions, exprimer mon besoin à l'autre. Le temps de partage de ressenti, il est très pragmatique. Hein. Je sens du froid dans les pieds, je sens ma respiration dans la poitrine, je sens l'air qui passe dans mes narines. C'est très simple. Hein. Et ça va vraiment activer des circuits cérébraux de l'intelligence émotionnelle et de la capacité à exprimer sereinement ses besoins, ses limites et ce qu'on ressent.
Donc ça va nous permettre de, quand on est en groupe, de développer l'écoute attentive, de remarquer la diversité des ressentis dans le non-jugement de l'autre, parce que on ne vit pas tous les choses de la même façon, parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas vécu, et donc on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Et de vivre les choses différemment. On va développer donc. Alors, il y a aussi un phénomène d'apaisement. Hein. Le fait de mettre des mots sur ce qu'on sent et ce qu'on ressent, en fait, ça permet aussi d'apaiser. C'est-à-dire qu'on va passer à un autre niveau dans le cerveau. Plutôt que d'être dans l'activation du cerveau émotionnel et du cerveau reptilien, on va être dans l'activation du cerveau cortical. Et donc, ça apaise toute la partie émotionnelle. Et puis, on va développer la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est extrêmement important. Alors, je vous le dis, ne vous dites pas, oh là là, c'est horrible, j'ai fait ça avec mon enfant. Non, non, c'est pas le but. C'est juste de prendre conscience que nous, on a vécu, ce qu'on a reproduit. On l'a tous fait. Simplement, aujourd'hui, on sait que ça a un impact. Voilà. Par exemple, un petit enfant tombe. Nous, petits enfants, voilà, on va le dire comme ça. On est petit, on est un enfant et on tombe. Et on pleure. Et peut-être notre maman, notre papa, un grand-parent vient nous dire « Ah, t'as rien. Arrête de pleurer, t'as rien, t'as rien. » Et ben voilà. Là, on commence petit à petit, avec des situations comme ça, à rogner la confiance en soi. On est en train de dire à l'enfant « Moi, je sais que t'as rien. Et toi, tu ressens des trucs. Non, t'as rien. C'est pas juste ce que tu ressens. » Et peut-être l'enfant, peut-être qu'il a rien sur son genou, mais il a eu peur. Moi, personnellement, si je m'étale de tout mon long, que ce soit avec mon plateau ou pas, hein, si je m'étale de tout mon long, j'ai peur déjà. Au moment de tomber, j'ai peur de me casser les dents, j'ai peur de me faire mal, je suis surprise. Sauf que le tout petit, son cerveau est pas mature pour réguler toutes ces émotions, tout ce stress-là qu'il est en train de vivre. Donc, il a une décharge émotionnelle, il pleure. Et donc, de quoi il a besoin à ce moment-là? Qu'on le prenne dans les bras, peut-être. Il est d'accord. Et puis, qu'on lui parle gentiment. Peut-être qu'on lui dise « Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller, tu veux un câlin? Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou ?» Voilà, juste ça. Parce que quand on dit à l'enfant « tu n'as rien », on est en train de lui dire « tu ne sais pas ce que tu ressens ». Et donc, l'enfant, il va se couper de son corps. Il va plus écouter les messages de son corps. Puisqu'il va se dire « mais papa, maman, c'est mieux que moi, j'ai rien ». Donc, je n'écoute pas ce que mon corps me dit. Là, quand on va mettre des mots sur son ressenti, on va réapprendre à se faire confiance, à faire confiance à son corps, au message émotionnel, au message corporel. On va reprendre confiance en soi, en nos capacités. Et on va développer cette bienveillance envers soi. Bienveillance, veiller au bien de soi. Donc cette pratique, elle va nous amener vers un équilibre. Hein. L'idée, c'est pas de devenir un être non jugeant, qui est toujours zen, qui accepte toujours tout. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Au contraire, c'est une question d'équilibre. En fait, le vagabondage mental, il est important. Parce qu'il nous permet de faire des projets, d'élaborer nos vacances, etc. Donc l'idée, c'est pas de le supprimer, mais c'est de retrouver un équilibre qui est bon pour notre santé. Être conscient de ce qu'on est en train de vivre ou être en pilotage automatique, on en a besoin des deux. C'est juste qu'on va remettre de l'équilibre, en fait. Bien sûr qu'on a besoin de fonctionner en pilotage automatique. Quand on change les vitesses, etc., on n'a pas besoin de réfléchir, et tant mieux, parce que sinon, ça prendrait un temps infini, ce serait hyper stressant. Mais on a besoin de moments où on est vraiment présent. Quand on est au chevet de quelqu'un qui va mal, on a besoin d'être là, d'être attentif, de le regarder, d'être là. Il y a aussi un besoin d'équilibre entre l'attention vers l'intérieur et l'extérieur. Notre attention, n'oubliez pas, au départ, elle est un réflexe. Donc, elle va être spontanément tournée vers l'extérieur. Et là, on va réapprendre à notre attention à se poser aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Un équilibre aussi entre l'attention à soi et aux autres. Oui, je donne beaucoup d'attention aux autres, mais j'ai aussi besoin de me donner de l'attention. Et puis, j'ai peut-être aussi besoin que les autres me donnent de l'attention.
De l'équilibre entre ce qui va et ce qui ne va pas. Bah oui, j'ai un biais cognitif de négativité, mais de temps en temps, je peux aussi repérer les trucs qui vont bien. Et si tous les jours dans ma journée, je repérais un truc qui s'est bien passé ou un truc qui est agréable dans ma vie, peut-être ne serait-ce que être en sécurité, dans mon lit, sous la couette, juste sentir que je suis sous la couette et que là, ça va. Tout de suite, là, maintenant, ça va. Voilà. Un équilibre entre ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut. Bah oui, on focalise sur ce qu'on ne veut pas. Mais si on ne définit jamais ce qu'on veut, ce qui a du sens et ce qui est important pour nous parce qu'on ne se connaît pas, on ne le développe jamais dans sa vie. Donc on a besoin des deux. Savoir ce qu'on ne veut pas et savoir ce qu'on veut. On a besoin d'équilibre entre le faire et l'être. Et ça va vraiment nous apporter vraiment une goutte d'être, comme le dit John Kabat-Zinn, qui a développé cette pratique, une goutte d'être dans un îlot d'être dans un océan de faire. On est toujours en train de faire dans le but d'obtenir une performance, un résultat. Mais de temps en temps, on peut juste être vivant. Et c'est déjà bien précieux, bien suffisant. Un équilibre entre réaction et action ou choix. Ben oui, si quelqu'un grille un feu devant moi, il faut que je réagisse vite. Là, c'est mon cerveau émotionnel, reptilien qui réagit, et heureusement que ça fonctionne comme ça. Mais il y a des moments où je rumine des trucs dans ma tête, j'ai aucun pouvoir d'action sur la situation, et je vais continuer à ruminer ça toute la soirée, et je vais pas dormir de la nuit. Est-ce que ça va résoudre mon problème? Ben non. Et ben dans ces moments-là, j'ai besoin plutôt que de diriger mon énergie vers mes ruminations, sucre, glucose, neurotransmetteurs, etc. Ben, je peux lâcher prise sur ce truc-là et rediriger mon énergie sur ce sur quoi j'ai du pouvoir d'action. Et un équilibre entre contrôle et lâcher prise. Bah oui, il y a des choses qu'il faut contrôler dans la vie et puis il y a des choses sur lesquelles je viens de le dire. Si on n'a pas de pouvoir d'action, ça ne sert à rien de continuer à ruminer, à ressasser. Alors, j'en viens aux données scientifiques. Alors, elles sont nombreuses et je vais mettre aussi beaucoup de précautions. On a des données en santé, en psychologie. On a des données sur les relations. Parce que, par exemple, on a étudié ce que ça donnait des soignants qui méditent. Donc, on sait ce que ça donne. Donc, on a beaucoup, beaucoup de données. La méditation, grâce à ce monsieur John Kabat-Zinn qui a rendu cette pratique accessible, laïque, et qui a fait un protocole qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui a pu être reproduit à très grande échelle. Et puis après, on en a fait d'autres programmes. Donc là, le programme, c'est réduction du stress par la méditation de pleine conscience. Ben, grâce à ça, on a pu faire des études. Et alors, aujourd'hui, c'est une des approches qui a un nombre d'études qui explose. On a plus de 1000 études scientifiques tous les ans. C'est vraiment énorme. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de données. Et je pense que c'est important d'en parler, mais je vais vous donner une petite indication sur les précautions. Parce que je me rappelle tout à l'heure que je vous ai parlé de plein de choses, et notamment d'effets placebo. On sait aujourd'hui que quand on médite, on active certaines zones de l'effet placebo. Donc, quoi qu'il en soit, on a vu, je les ai classés dans deux colonnes, on a vu des effets sur le stress, évidemment, le sommeil, l'hypertension artérielle, les problèmes de peau, l'immunité, la glycémie, les addictions, le risque de rechute dépressive et maintenant les dépressions, les douleurs chroniques, et même, je vous ai parlé de génétique tout à l'heure. Mais finalement, j'ai tout mis avec le stress. Pourquoi? Mais parce que je ne voudrais pas que vous pensiez, tiens, j'ai de l'hypertension, je vais arrêter mon traitement et puis je vais faire de la méditation. Et tout va bien aller. Non. La méditation n'est pas un médicament, n'est pas un traitement. C'est une forme de rééquilibrage dans notre vie. Et donc, à partir du moment, de toute façon, où on la pratique dans le but d'obtenir un résultat, ça marche pas bien. C'est vraiment c'est une question d'entraînement, mais vraiment, avec l'entraînement, on va développer cette qualité
de pratiquer juste pour pratiquer, pour un moment de pause, et on va découvrir parfois des impacts sur notre santé ou sur notre bien-être auxquels on ne s'attendait pas. En tout cas, il y a des données sur tous ces thèmes-là, et je pense que c'est plus de l'ordre du rééquilibrage. C'est-à-dire qu'on a des modes de vie qui sont aujourd'hui extrêmement stressants. On est toujours dans un objectif de performance, de résultat, de pression. Et peut-être on ne mange pas suffisamment bien, peut-être on n'a pas une bonne activité physique, peut-être on ne prend pas soin de soi, peut-être. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on se donne de l'attention, quand on à s'aimer, à être présent pour soi-même, à être bienveillant pour soi-même, eh bien, il y a des choses qu'on va plus faire dans notre quotidien. Il y a des choses qui n'auront plus de sens. Moi, quand j'ai commencé à méditer, je fumais un paquet par jour. Comme vous dites, voilà. Et donc, j'ai arrêté de fumer. C'est venu comme ça, très, très naturellement. J'avais essayé plein de fois d'arrêter. Hein. J'avais eu plein d'essais, plein d'échecs. Mais à un moment donné, j'ai tellement pris conscience de ce que j'étais en train de mettre dans mon corps, parce que je fumais mes cigarettes en pleine présence, que je ne pouvais plus, ça m'a dégoûtée. Donc, à un moment donné, alors je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups, mais moi, c'est une expérience que je vous rapporte, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose de très global. Quand on apprend à être attentif à soi, à prendre soin de sa santé, à écouter les signaux, et bien évidemment que notre santé, elle est différente de si on est en pilotage automatique, qu'on n'est pas à l'écoute de soi et qu'on dépasse nos limites très fortes. À un moment donné, c'est le corps qui va nous dire stop, si on est dans cette dynamique. Alors, on a quand même des études qui sont impressionnantes. Hein. Par exemple, sur l'immunité, on a une étude. Alors, ce sont des personnes atteintes du sida, un sida déclaré. Hein. On a remarqué que on a mesuré le taux de lymphocyte CD4. Hein. C'est un type de globule blanc. Et on a remarqué que la capacité de réponse immunitaire des personnes qui méditent est multipliée par 2 chez les personnes atteintes du sida. Donc voilà, on a des exemples comme ça, hein, on a des exemples sur les douleurs chroniques, etc. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai mis une deuxième colonne et là, on est vraiment dans des éléments très concrets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'imagerie cérébrale aujourd'hui, de plus en plus, qui nous montrent que on a des choses qui se développent. Alors tout ça, je vous ai pas mis toutes les études hein, parce que ça aurait été très chargé sur les diapos, mais je les ai dans mon livre et si vous en avez besoin, je peux vous les transmettre, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai classé tout le reste dans les compétences psychosociales, CPS. Parce que, bah oui, on va développer notre plasticité neuronale, on va développer notre attention à nous-mêmes, aux autres et au monde, on va développer notre flexibilité attentionnelle et notre flexibilité cognitive. C'est la capacité à changer d'objet d'attention de façon souple et flexible. La flexibilité cognitive, c'est la capacité à se remettre en question, à changer d'avis, à être curieux, à être ouvert. On va développer notre empathie, notre compassion, notre autocompassion, notre régulation des émotions. On va développer la diffusion, je vous ai dit tout à l'heure. Je vous donne un exemple. Vous êtes en repas de famille, vous avez peut-être vécu ça dernièrement, peut-être vous avez fêté Pâques ou un anniversaire ou un repas de famille, voilà, et puis il y a, je sais pas, mettons le tonton qui n'a pas les mêmes points de vue politiques que vous, et puis tout d'un coup on part sur une discussion de politique, et puis ça commence à s'enflammer, et tout le monde commence à se disputer, là. Et bien ça, c'est la fusion des pensées. C'est-à-dire qu'on s'identifie à ce qu'on pense. Je suis de droite, je suis de gauche, je suis colère, je suis, voilà, je suis. Mais non, en fait, moi je suis Valérie et je peux être traversée par des pensées de gauche, des pensées de droite, des émotions, voilà. Et si je m'identifie à mes pensées, par exemple à mon parti politique, donc je suis de tel parti, et que le tonton, il commence à attaquer les idées du parti, comme je me suis identifiée
J'ai l'impression que c'est moi qui l'attaque. Alors que si je médite et que je défusionne de mes pensées, que je suis consciente que mes pensées, ce sont des pensées, des phénomènes qui me traversent, qu'elles sont le résultat de mes expériences, de mes apprentissages, de mon éducation, de mes traumatismes. J'ai des pensées automatiques, des fois j'ai des croyances, j'ai beaucoup de biais cognitifs qui me font faire des erreurs. Et si je suis consciente de ça, eh ben, quand le tonton il vient déloger là tous les trucs qui vont pas dans mes pensées politiques parce qu'il trouve que ceci, cela, mais je me sens pas attaquée. Je trouve ça intéressant. Et je me dis, ah tiens, oui, mais tu sais, là, quand tu dis ça, moi j'ai tel argument et tout. Et en fait, on va être dans une discussion complètement différente parce qu'on n'a plus besoin de se défendre. Et donc, la diffusion, c'est ça, c'est vraiment, je prends conscience que je suis traversée par des phénomènes, mais ce n'est pas moi. Et je trouve ça hyper important aussi en tant que thérapeute, soignant, aidant, accompagnant. Moi, j'ai débuté ma carrière de pharmacien en me disant les patients diabétiques, les hypertendus, en fait, c'est pareil. En fait, on n'est pas une maladie. On vit une maladie, on est traversé par une maladie, mais on est une personne qui vit ça. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important, cette capacité de défusionner, de ne pas confondre. Et même chose pour les comportements. Un enfant qui a tel comportement en classe, souvent on va lui coller une étiquette, mais c'est faux. En fait, cet enfant n'est pas son comportement. On va développer l'interoception et la proprioception. L'interoception, c'est la capacité à détecter les paramètres internes, la faim, la soif, la température, le cœur, le rythme cardiaque, ce qui se passe dans le corps. Et la proprioception, la douleur, la proprioception, c'est la capacité d'être dans son environnement, de bouger, d'être en équilibre, etc. Alors ça, c'est intéressant, c'est des choses qui ont été testées. La proprioception, ça a été testé chez des militaires. Parce que dans le sud-ouest, il y a une docteure, Marion Trousselard, qui travaille avec la mindfulness chez les militaires, pas du tout pour les rendre plus performants, hein, mais pour les rendre plus résilients. Parce que vous avez vu, ça développe la résilience. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est, après que les militaires aient été sur le terrain, les rendre à la vie civile le moins abîmés possible, et donc leur proposer des ressources, des outils de résilience. Et donc, dans des tests, ils ont remarqué que quand ils mettaient des militaires dans des canots de survie au milieu de l'océan, eh bien, ceux qui pratiquent la mindfulness ont un meilleur équilibre, ont moins de mal de mer et ont une meilleure proprioception, c'est-à-dire qu'ils sont capables de développer les outils, de mettre en place les choses sur le radeau de survie sans autant de difficultés que les personnes qui ne méditent pas. On va développer une communication plus apaisée puisqu'on est conscient de ce qu'on est en train de ressentir. Donc, on n'est pas en train de... Voilà, si on ressent de la colère envers quelqu'un, je vais schématiser, on va être moins dans la dynamique tu fais ça, tu m'énerves, c'est chiant. On va être plus dans la dynamique quand tu me parles comme ça, je me sens pas respectée. J'ai besoin que tu me parles gentiment. Voilà. Et donc, ça va nous permettre aussi d'exprimer nos besoins et nos limites, mais d'une façon claire, avec une vraie demande. Alors que souvent, on attend de l'autre qui devine quels sont nos besoins, alors que nous-mêmes, on ne les connaît pas. On va développer notre créativité. Ben oui. Alors, j'ai pas pris ma boule à paillettes, mais j'ai une petite boule à paillettes et je trouve que ça illustre bien comment fonctionne notre tête. Hein. On a plein de pensées, de ruminations. Et puis finalement, quand on pose notre attention dans le corps, il se passe dans notre tête la même chose que quand on pose une boule à paillettes sur la main ou sur la table. En fait, ça se décante. Hein, les pensées s'agitent moins. Ça s'apaise, ça se décante à l'intérieur, on y voit plus clair. Et donc, ça fait de la place. La place à quoi? À la pensée outil, aux idées, à la créativité, à la résolution de problèmes, plutôt qu'à ressasser. La cognition et la métacognition, oui, ça développe la capacité de réfléchir. En plus, on a plus d'éléments puisqu'on est plus attentif à ce qui se passe autour de nous, en nous,
Donc, on va être capable de prendre des décisions de façon plus avisée, plus juste. On va développer notre métacognition, c'est la capacité à repérer nos schémas de pensée sources de souffrance, notamment ceux qui nous font du bien, mais aussi ceux sources de souffrance. Ah bah tiens, dans cette situation, j'ai tendance à croire ça, à faire ça, et tiens, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait du bien à chaque fois? Est-ce que ça fait du bien à la relation? Est-ce que peut-être je peux faire autrement, ou peut-être je peux rien faire là? Parce que des fois, je dis des choses, je fais des choses, mais peut-être je peux me laisser le temps de pas réagir, rien dire, et puis laisser décanter. La connaissance de soi, bah oui, on prend conscience de ce qui est bon pour nous, de ce qui a du sens, de ce qu'on souhaite, et pas seulement de ce qu'on souhaite pas. Et donc, on apprend à faire des choix conscients, des choix qui ont du sens. L'acceptation, bah oui, dans les situations où on ne peut pas agir, eh bien, effectivement, il vaut mieux lâcher prise et puis concentrer sur son énergie, sur prendre soin de soi, sur peut-être d'autres situations où on a des pouvoirs d'action. Et puis la résilience, c'est cette capacité à traverser les situations difficiles en ressortant le moins possible, pas abîmé, ou peut-être même grandi. C'est-à-dire, on peut même apprendre à mieux se connaître dans ces expériences-là et découvrir qu'on a des ressources qu'on n'imaginait pas. Mais attention, parce que moi, je viens de vous dire plein de choses intéressantes là, mais la méditation, c'est pas une baguette magique. C'est un engagement envers soi, hein, déjà, puisque c'est une pratique qui demande une régularité. Toutes ces choses dont je viens de vous parler, elles se produisent notamment dans notre cerveau. Et pour que les choses se passent dans notre cerveau et prennent effet dans notre cerveau, et ben c'est la répétition, comme quand on a appris à faire du vélo. Et donc, attention à l'interprétation des données, oui, parce que effectivement, on va petit à petit pratiquer pour développer une meilleure attention à soi, pour se donner un moment de respiration, et puis, on verra ce qui se passe. Mais ce n'est pas une baguette magique. Et attention, je vous ai mis aussi la charte de non-instrumentalisation à côté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la méditation rentre dans plein de domaines, et notamment dans le domaine de l'entreprise. Et j'aimerais quand même vous dire que le but n'est pas de faire tenir les gens dans des situations inhumaines. La méditation n'est pas là pour que les gens supportent l'insupportable. Et d'ailleurs, les gens qui méditent, en général, vont être plus capables de dire à un moment donné stop. Là, je suis pas d'accord. Et donc, en tout cas, attention à ça, hein, parce que effectivement, il y a aussi ce poids de ces lois-là qui obligent à la prévention des risques psychosociaux au travail. Et parfois, il y a des petits pansements qui sont mis. Ah bah tiens, on met dans tel hôpital, on met une salle de repos. On n'y va jamais dans cette salle de repos. C'est pas comme ça qu'on prend soin des gens. Et bien là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on va amener un temps de méditation sur le lieu de travail qu'on va laisser les salariés dans des situations de stress et ne pas résoudre les problèmes de fond. Ça, c'est important de le dire. Donc, il y a cette charte de non-instrumentalisation de la méditation. Attention aussi aux dérives, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est important de bien choisir les personnes avec qui on va pratiquer. Alors, je pratiquais tout seul avec des livres, des applications, mais il y a aussi des instructeurs. Moi, je suis instructrice de méditation, j'accompagne en entreprise, justement, et j'accompagne les personnes individuellement ou dans la parentalité, j'accompagne les enfants. Et donc, attention, aujourd'hui, cette pratique est énormément desservie. Moi, j'intervenais jusqu'à présent à l'éducation nationale, dans les écoles privées en France et à l'éducation nationale du Luxembourg. Et il y a eu des infiltrations de pratiques qui ne sont pas, je dirais, juste ancrées, laïques. Il y a beaucoup d'infiltrations de ce qu'on appelle le New Age, avec des pratiques qui dérivent sur des choses de visualisation, des choses où on s'évade en imaginant des... Enfin,
il y a eu des infiltrations par des personnes qui ne pratiquent pas de façon juste. Et aujourd'hui, ça nous a desservi parce que il y a eu des plaintes, il y a eu des problèmes. Et donc, moi, je pense que c'est très important de faire attention comment on choisit les personnes avec qui on va pratiquer. Donc, par précaution, on vérifie que la personne a été formée correctement. Et ça, on peut le demander, hein, tout simplement. Et puis, effectivement, si c'est quelqu'un qui est professionnel de santé ou qui a par ailleurs d'autres bagages, ou peut-être on peut aussi simplement tester avec la personne, même si c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et puis parfois sentir que le courant passe pas et c'est OK. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc, en tout cas, il faut vraiment prendre conscience que c'est une pratique qui est laïque, qui est très pragmatique, très simple, et, euh, et, euh, et voilà. Les contre-indications, c'est clair ce que j'ai dit peut-être. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, les contre-indications, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà les précautions, les points un peu particuliers que je voulais soulever. Et puis, alors, quelles ressources pour pratiquer? J'en viens à plus de détails. Effectivement, il y a des livres. Alors, il y a un livre du docteur John Kabat-Zinn qui a créé la pratique que je vous propose. Voilà. Il y a ce livre de Christophe André qui est magnifique avec des œuvres d'art, méditer jour après jour. Fabrice Midal, foutez-vous la paix. J'aime bien son approche aussi parce que c'est très pragmatique. Voilà. Parce que finalement, la méditation, c'est un peu ça. C'est commencer à se foutre la paix, à se permettre d'être comme on est, de s'accepter tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait qu'on soit. J'arrête de me prendre la tête, ça c'en est un de moi. Voilà, c'est vraiment pour les ruminations, l'anxiété, et puis le plaidoyer pour un système de santé plus humain où dedans je développe l'état des lieux sur le système de santé, et puis je propose des ressources. Il y a des témoignages de soignants, et puis je développe plus en profondeur la pratique de la méditation. Les études scientifiques sont dedans, il y en a beaucoup. Hein. Alors, je ne peux pas vous dire que je les ai toutes lues parce que je passais, même si j'y passais tout mon temps, je ne pourrais pas toutes les lire. Donc, mais j'en ai lu beaucoup. Il y a parfois des biais, il y a parfois des choses très intéressantes. Donc, c'est vraiment important de regarder aussi sur le socle scientifique. Donc, je l'ai mis dans mon livre. Et puis, alors, méditer avec un enseignant, un psychologue, un soignant. Le programme MBSR, c'est un très bon programme, mais ça peut être un obstacle parce que c'est méditer 1 heure par jour pendant 8 semaines. Hein. Donc, ça peut être difficile au début. On n'a pas forcément le temps. Déjà, quand on est aidant et qu'il faut s'occuper de son papa, sa maman, et que on n'a déjà pas le temps de s'occuper de soi, se donner 1 heure de méditation par jour, c'est inimaginable. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres solutions. Hein. Il y a des applications, par exemple. Alors, moi, j'ai participé à l'application Presence. Elle est gratuite. C'est une application qui se veut solidaire. Donc, vous allez avoir de temps en temps, on va vous demander si vous voulez contribuer, mais vous pouvez mettre non, et c'est gratuit. Il y a des programmes pour les adultes, les enfants. Il y a plein d'instructeurs différents, donc des voix différentes. Il y a plein d'approches différentes. Et puis, tous les jours, il y a la méditation du jour qui dure 4 minutes. On est tous capables de s'offrir 4 minutes par jour où on se pose et où on est là pour soi. Voilà. 4 minutes, c'est vraiment court. Et c'est déjà quelque chose qui va transformer notre cerveau. Mindfulness Solidaire, c'est une association à laquelle je participe aussi. Et là, on intervient pour les soignants, les travailleurs sociaux, les entreprises, les prisons. Et on développe, si vous regardez sur Facebook, vous verrez que on a les retours de prison. Donc, on a eu des questionnaires, hein, on est un organisme de formation. On a eu des questionnaires de retour des programmes qui ont été faits en prison. C'est assez extraordinaire ce qui se passe hein, sur le savoir-être et le vivre ensemble globalement. Voilà, il y a des livres, il y a des associations, les applications. Namatata, c'est une application qui est aussi intéressante et elle est surveillée, vérifiée par François Bourgognon, qui est nancéen aussi, qui est psychiatre et qui faisait une conférence d'ailleurs hier avec Fabrice Midal à Nancy.
Voilà ce que je voulais vous dire. Et je terminerai par une phrase de John Kabat-Zinn, celui qui a fait entrer la méditation à l'hôpital dans la fin des années 70 avec son premier protocole MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Donc John Kabat-Zinn, il a dit ceci: les petites choses, les petits moments, ils ne sont pas petits. Voilà, pour moi, cette approche, cette pratique, elle m'a permis d'apprendre quelque chose qu'on ne m'avait pas appris lorsque j'étais petite. C'est à m'aimer et à prendre soin de moi. Et plus je progresse sur ce chemin-là, et plus je me rends compte que je suis disponible pour les autres et capable d'accompagner, d'aimer inconditionnellement. Inconditionnellement. Alors, ça ne veut pas dire que j'accepte qu'on me chasse, voilà, et que je vais dire oh mais tout est bien. Non. Inconditionnellement, ça veut dire d'avoir cette capacité d'observer les choses avec équilibre, d'avoir cette compréhension. En tout cas, je suis plus disponible pour les autres sans me mettre en tension, sans me mettre en danger, comme j'ai pu le faire, notamment quand j'ai fait mon stage hospitalier, où là, je me suis vraiment mise en danger parce que je n'étais pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment cette attention qu'on s'offre à un geste d'amour. Et c'est pour moi, voilà, finir une approche simple. Je vous remercie de votre attention. Et je peux vous proposer, si vous le souhaitez, un tout petit temps de pratique pour ceux qui veulent. Alors, pas forcément. Il n'y a pas ni besoin de lumière, ni besoin de pas de lumière. Est-ce que vous préférez, est-ce que ça vous gêne la lumière ou pas? Non, ça va? Ok. Donc, je vous propose une petite expérience d'attention. Je vais me mettre là pour que tout le monde m'entende bien. Bon, ça sera l'occasion de vous montrer que la pratique peut être faite dans n'importe quelle condition, n'importe où. Mais bien sûr, ce que je vous conseille, moi, c'est d'apprendre dans des conditions confortables, zone de confort. Et on élargit petit à petit. Pourquoi? Parce que est-ce que ça nous viendrait à l'esprit d'apprendre à un petit enfant à faire du vélo dans la pente et sans les petits trous? On apprend à faire du vélo sur du plat avec les petits trous. Et ben nous aussi, on apprend à méditer un petit temps, on choisit qui est OK pour nous, où on se sent que ah tiens, ça c'est la première marche, ça va, on passe pas directement à la 10e marche. OK, on y va doucement et on élargit petit à petit notre zone de confort si on en a envie, si on en ressent le besoin, si c'est OK pour nous. Mais on peut déjà pratiquer dans un endroit tranquille où c'est OK pour nous. Voilà. Donc, on apprend sur du plat avec les petits trous et petit à petit, ça va devenir plus naturel. Donc, je vous propose simplement de vous poser. Tiens, on est tous posés, on ne sait même pas comment on est assis. On peut juste sentir, tiens, comment je suis assise, assis. Peut-être je peux décroiser mes jambes, poser les pieds à plat, poser les mains. Peut-être je peux, si j'ai pas de problème de dos, si tout est OK, je peux peut-être décoller mon dos du dossier, si c'est OK. Hein. Ça va m'aider à rester présente. Parce que si jamais je pars ailleurs, je commence à somnoler, ben, hop, je vais avoir ma proprioception qui va s'activer. Il va y avoir un petit sursaut et je vais pas m'effondrer et tomber par terre. Non, mon corps, il est bien fait. Hop, ça va se réguler tout seul et puis je vais revenir ici et maintenant. Ça va me rappeler, hey, tu étais en train de méditer. Donc, je peux décoller mon dos. Je peux un petit peu rentrer le menton parce que l'idée, c'est pas de se faire mal à la nuque et de contracter sa nuque. Et si on le souhaite, on peut baisser les paupières ou déposer le regard. Et pour l'instant, il n'y a rien à faire, rien à atteindre. On va simplement sentir qu'on s'est arrêté, sentir qu'on est posé. Et là, c'est le sens du toucher qui va nous aider. Comment je peux sentir que je me suis arrêtée? Je peux simplement sentir, peut-être, si c'est possible pour moi, mes pieds en contact avec le sol. Peut-être je peux sentir mes fesses en contact avec la chaise.
Peut-être je peux sentir mes mains posées sur les cuisses ou sur la table. Et mon attention, je peux la maintenir dans ces sensations de contact quelques instants. Et quand mon attention s'échappe, ben simplement, je me mets à ruminer, à penser à des choses, à donner de l'attention à autre chose, ben je peux ramener mon attention dans ces points de contact. Puis mon attention, je peux aussi la déplacer volontairement. Par exemple, là j'ai été attentive au sens du toucher. Ben, peut-être que je peux donner de l'attention au sens de la vue sans que j'ai les yeux ouverts ou peu importe en fait si j'ai les yeux fermés ou pas. Mais je peux donner de l'attention à ce que je perçois visuellement. Peut-être c'est tout noir, peut-être je vois un objet, le sol, peut-être je vois une luminosité à travers les paupières, une couleur. Puis dans mon sens de l'odorat, tiens, est-ce que je capte une odeur? Peut-être, peut-être pas. Peut-être c'est agréable, peut-être c'est désagréable. Peut-être il n'y a rien. L'objectif, c'est pas de réussir quelque chose, c'est juste de remarquer ce qui est là. Et parfois, il n'y a rien. Et puis, est-ce que je peux percevoir un goût dans ma bouche? Et avec le sens de l'ouïe, est-ce que je peux capter des sons? Peut-être que j'entends des bruits, des silences. Peut-être que je peux même remarquer ce que font mes pensées avec ces bruits, ces silences. Peut-être on les classe, on les étiquette. Ça, c'est telle chose. Ça, j'aime pas, je voudrais que ça s'arrête. Je peux commencer à voir ce que font nos pensées. Et puis, quelques instants, on peut revenir au sens du toucher pour une petite expérience. Le sens du toucher ne se concentre pas au niveau de nos mains ou de nos pieds. Par exemple, on peut sentir qu'on respire avec ce sens du toucher. Par exemple, si on pose notre attention dans nos narines, sans changer quoi que ce soit au rythme de notre respiration, peut-être qu'on peut sentir le passage de l'air. Alors, si on a le nez bouché, ça peut être au niveau de la bouche. On va simplement remarquer si on sent qu'on respire. Peut-être il y a un autre endroit où on sent qu'on respire, peut-être dans la poitrine ou dans le ventre. Le contact avec les vêtements qui changent, avec la ceinture, quand ça se gonfle, quand ça dégonfle, les épaules qui se soulèvent, qui s'affaissent, les côtes. Voilà, on est simplement assis, en train de respirer. Il n'y a rien à faire, rien à atteindre. On est simplement vivant et en train de sentir qu'on est vivant. Puis tout doucement, on peut ouvrir les yeux, commencer à reprendre contact avec la pièce, toujours avec attention, présence. Si on en ressent le besoin, on peut s'étirer. L'étirement, c'est hyper important. Ça nourrit notre besoin de bouger. Et puis, c'est du mouvement en conscience. On peut sentir l'étirement et on déclenche la sécrétion d'endorphines. Alors, les endorphines, c'est un antidouleur naturel, un relaxant musculaire naturel. Et comme on est des êtres un peu sédentaires, bah, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à nos articulations. Ça apaise un petit peu tout ça.
Voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaiterait partager par rapport à cette expérience ou peut-être poser une question? Oui. Eh bien, merci. Voilà, exactement. En fait, l'idée n'est pas que ça fasse quelque chose, mais l'idée est l'intention est de se permettre de sentir et de ressentir ce qu'on est en train de sentir et de ressentir, de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et il n'y a pas d'objectif de résultat. C'est pas de la relaxation, c'est pas de la détente, c'est vraiment, tiens, là, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, parfois, ça va relaxer, parfois, ça va faire du bien, parfois, ça va être désagréable, parfois, on va s'ennuyer. Mais on va apprendre à vivre ce qu'on est en train de vivre sans vouloir toujours contrôler. Et là, bah, c'est OK. Là, je ressens rien, il se passe rien. C'est OK. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Donc la question c'est où est-ce qu'on peut se former en France? Alors ça c'est une très grande question, très intéressante, très importante. Alors vous avez et puis en plus le nom m'échappe parce que ça a changé de nom. Oui, Hypnosia. Voilà, merci. Exactement. Hypnosia. D'ailleurs vous pouvez trouver sur LinkedIn facilement HYPNOSIA. Donc c'était Mindful France avant, hein, c'est ça. Hein, voilà. Et donc vous pouvez être formé par ce biais, mais vérifiez bien. Il y a beaucoup de formations qui sont réservées aux professionnels de santé. C'est pas toujours simple. Vous pouvez être formé au programme MBSR. Alors là, il faut pareil se renseigner auprès d'Hypnosia. Hein. Vous aurez toutes les informations sur le site. Et puis, vous avez d'autres formations. Si vous êtes professionnel de santé, par exemple, il y a Symbiophie à Lille, au CHU de Lille. Enfin, c'est Lous, mais ou Los, je ne sais pas comment on dit. Donc là, c'est des formations pour les soignants. Mais je crois que c'est aussi également pour les thérapeutes. Il y a le DU de Strasbourg. Donc là, c'est un DU neurosciences et méditation. Et puis, vous avez le DU de Metz. Vous êtes de la région? Ah ben, à Metz, au centre Pierre-Janet, à l'île du Saulcy, dans l'Université de Lorraine, il y a un DU de pleine conscience qui se fait en 2 ans. Moi, je l'ai fait. Il est top. Voilà. J'ai fait d'autres formations. Avant, j'ai fait celle de Lille, hein, notamment. Et le DU, en fait, il est sur 2 ans. Vous allez vivre un programme MBSR puissance 1000 parce qu'il va se dérouler sur plus longtemps et avec des sessions beaucoup plus longues. Vous allez avoir toutes les formations neuroscientifiques, la prévention des risques psychosociaux, tout ce qui est coping par rapport au stress, donc tout ce qui est régulation du stress efficace. Tout ce qui est pleine conscience dans la santé, dans le soin, en cancérologie, en parentalité, pour les douleurs chroniques, pour les maladies chroniques. Enfin, voilà, vous allez avoir vraiment plein d'aspects très, très intéressants. Et puis, beaucoup de pratiques personnelles. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais Hypnosia, il y a des formations courtes hein, sur des week-ends, plusieurs week-ends. Donc ça vaut le coup de se renseigner. Et c'est vrai que moi, j'ai ce biais du professionnel de santé. Je suis beaucoup passée par des formations pour les soignants, mais le DU de Metz, il est ouvert à tout le monde. Normalement la première année, mais sur demande, la deuxième année est ouverte aussi, puisque moi, dans ma promo, il y avait un DRH. Il a fait les 2 années, et il n'était pas professionnel de santé, donc voilà. Voilà ça répond à votre question? Ouais, merci. Oui. Je permettre des monsieur, disons qu'il ne se sentir bien. Je pense qu'il faut expliquer que, en fait, quand on regarde un peu de camp, ça, ou quand on regarde un coucher de soleil, on sent, enfin, on fait rien, on sent bien, on le vit. Et ça, je crois que c'est une chose qui peut donner un exemple. Quand on est dans un train et qu'on regarde défiler le paysage, on ne fait rien.
Parce qu'on est habitué au faire et pas au être. Oui, oui, tout à fait. C'est des exemples qui sont intéressants parce qu'on attend le résultat, je le sens bien. Proche, c'est proche, je me suis ennuyé. Ouais, voilà. Eh ben, mais ça, c'est super intéressant. En fait, on va apprendre à traverser l'ennui et à repérer. Voilà, quand vous êtes ennuyé, est-ce que ça se situait, est-ce qu'il y avait des sensations corporelles? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se produisait physiquement? Voilà. Et ben, avec la pratique, on va apprendre à vraiment à reconnecter avec le corps dans toutes ces situations. Et c'est de traverser ces phénomènes-là qui va nous apprendre à les vivre en étant présent. Parce que bien souvent, quand on s'ennuie, on va adopter des stratégies d'évitement. Alors que l'ennui, c'est la base des processus créatifs, en fait. À un moment donné, moi je peux vous le dire parce qu'en fait je suis artiste peintre. Je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis artiste peintre aussi. Je fais de l'illustration aussi. Mais effectivement, parfois de s'ennuyer. Et d'ailleurs on le dit pour les enfants. Eh ben, on va apprendre à se confronter à ces situations d'inconfort et par des petits trucs. Voilà, l'ennui, c'est pas trop désagréable. Par contre, la colère, on y viendra plus tard. La peur, on y viendra plus tard quand on sera plus aguerri. Mais ça, c'est intéressant aussi ce que vous dites. Effectivement, on peut avoir des moments de pleine présence, de qualité d'attention dans le quotidien. C'est ce que dit le Voilà. Parce que une conscience, c'est mal perçu. Et le meilleur mot, c'est peut-être présence. Alors, ça, c'est un point de vue qui se défend. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas la formation scientifique, qui ont la formation philosophique. Parce que quand on regarde sur le plan neurologique, on a la pleine présence, je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre, et on a la pleine conscience qui est le niveau cognition-métacognition, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand on fait de la pleine conscience, on va faire ce processus de mettre des mots et de prendre conscience. Et pour moi, ce mot conscience, c'est pas un gros mot. Je sais que chez les philosophes ou chez les théologiens, il a d'autres sens. Moi, en tant que professionnel de santé, ce mot de conscience, il ne me gêne pas parce que on sait que on peut être conscient, inconscient. Je peux être consciente de ma jambe. Je peux être dans le coma, je peux dormir et être inconsciente. Je peux être réveillée et être inconsciente parce que je suis en pilotage automatique. Et je peux être réveillée et être pleinement présente parce que je sens mes pieds pendant que je vous parle, parce que je suis en train de vous regarder avec attention. Et donc, ce mot, il ne me gêne pas. Ça, c'est la première chose. Mais je suis OK avec le fait qu'on veuille appeler par d'autres mots parce que je trouve ça intéressant parce que c'est une pratique tellement riche que c'est important de l'appeler aussi pleine présence. C'est important aussi de l'appeler pratique de l'attention. Voilà, on peut mettre plein de mots et je trouve que ça enrichit le vocabulaire. Donc, merci pour cette remarque. Et puis, vous avez dit un autre truc aussi par rapport... oui, voilà. Oui, OK. Merci. Mais il n'y avait pas vraiment une question. Alors, comment vous dire, le monsieur partageait... alors, je me souviens plus du début. Rappelez-moi le début de ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la conscience. Donc là, j'ai répondu sur le mot conscience. Comment se coucher de soleil et on est dans le l'air, on est dans le faire. Oui, c'est ça. Alors, monsieur dit que quand on pratique, on est plus présent. Par exemple, si on regarde un paysage, un feu de camp, le paysage qui défile quand on est dans le train, et en fait, on est plus présent à ce qu'on est en train de vivre. C'est ça que vous dites. Bon, c'est un exemple, ça me choque un petit peu plus. J'ai derrière sorti. Parce que moi, je pratique un peu. D'accord, mais on peut ne rien sentir. Hein. Oui, c'est OK. Et on peut ne rien sentir en regardant la couche solaire. On est comme ça. Ouais. Oui, et puis on peut s'ennuyer. Voilà. En général, le fait de vivre, c'est super. Alors, effectivement, il n'y a pas une pratique qui se ressemble. Par exemple, on peut très bien déguster un carré de chocolat en pleine attention. Et on peut se dire, oui, mais des carrés de chocolat, j'en ai dégusté plein, mais pas celui-là. Celui qu'on a là, à ce moment-là, c'est pas le même que les autres. Et ce moment-là qu'on est en train de vivre, c'est pas le même que les autres.
c'est ce moment-là. Et en fait, cette pratique, elle nous invite petit à petit à prendre conscience que, c'est ce que je disais là, hein, c'est que parfois on a l'impression de vivre des choses, d'être blasé, et en fait c'est presque un réenchantement du quotidien parce qu'on prend conscience de la précieuseté des petits moments. C'est-à-dire que à un moment d'ennui, je m'ennuie là, mais purée. C'est différent de quand je suis sous pression et que je suis obligée de faire ci, faire ça. Tiens, voilà. Et puis c'est désagréable quand je m'ennuie. Tiens, quand je m'ennuie, d'habitude je m'allume une cigarette ou quand je m'ennuie. Voilà. Comment je vis l'ennui dans mon quotidien? Et puis là, dans ce moment, tiens, quand je m'ennuie, je sens une tension dans mon corps, comme une impatience là, dans mes jambes. Je sens que je suis agitée. Et on apprend à se connaître, on apprend à être présent à soi, on apprend à être à l'écoute de soi. Et donc à traverser ces moments-là aussi. Et à aussi prendre conscience de quoi on a besoin. Je ne sais pas si du coup c'est bien en adéquation avec. Voilà. Ouais. Mais c'est très vaste, hein. En 1 heure et demie, c'est un sacré tour de jeu de vouloir vous partager tout ça. Moi, mon intention, c'était dans cette soirée vraiment de partager le fait que cette pratique, elle nous permet de prendre soin de nous de façon vraie. Voilà. C'est-à-dire comment prendre soin de soi si on ne connaît pas ses besoins. Comment prendre soin de soi si on n'écoute pas son corps. Voilà. Et la pratique nous amène à être à l'écoute de notre corps et à repérer nos besoins, à repérer les signaux. Et là, il y a une douleur. Tiens, je vous donne un exemple. Alors, c'est pas un truc infaillible, hein. C'est vraiment des choses qui se développent pas. Des fois, je vais méditer, je vais m'ennuyer. Des fois, je vais vivre un moment extraordinaire. Et des fois, ça va être neutre. Et des fois, je vais ruminer. Enfin, voilà, c'est très différent à chaque fois, même si la pratique est toujours semblable. Mais je vous donne un exemple sur l'interoception. Un jour, pendant 2 ans, je suis allée voir mon dentiste à l'époque, en lui disant, je sens que j'ai un problème aux gencives. Et à chaque fois, il me disait, mais non, Madame Marchand, vos dents sont impeccables, je peux même pas vous faire de détartrage, tellement votre hygiène est irréprochable, il n'y a rien du tout. Et pendant 2 ans, à chaque fois, je lui disais, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et comme il m'écoutait pas, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Et elle me dit la même chose. Et j'insiste, je lui dis, mais non, je sens une gêne, je sens une sensation dans ma bouche. Je ne saurais pas vous la décrire, c'est désagréable, je sens que c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme avant. Elle me dit, bon, allez, vraiment pour vous faire plaisir, hein, je vais vous faire un prélèvement et puis je vais aller regarder. Donc elle me fait un petit prélèvement, elle va sous son microscope, elle revient, elle me dit, mais vous avez raison, vous avez entamébas gingivalis, vous avez une maladie parodontale. Alors elle commence à me faire des radios, à regarder, et elle me dit, mais Madame Marchand, j'ai jamais vu une maladie parodontale aussi précoce. Comment vous avez senti Et donc c'est à ce moment-là que je lui explique ce que c'est que l'interoception, et que l'interoception s'aiguise, c'est-à-dire elle ne devient pas infaillible, on ne va pas devenir des scanners, des détecteurs de toutes les maladies, mais elle s'affine et on prend conscience quand le corps chuchote, peut-être de temps en temps, de certaines choses avant que le corps ne se mette à crier. Et là, effectivement, grâce à cette sensation et ma confiance en moi que j'avais regagnée, parce que j'aurais pu me laisser convaincre par mon dentiste, mais non, je sais que mon corps est en train de me parler et je suis ancrée, je suis droite dans mes bottes et je vais aller chercher ce qui se passe. Et ça m'a évité peut-être des pertes de dents, peut-être des déchaussements, peut-être des problèmes, des antibiotiques, parce que finalement c'est tellement précoce que des petits gestes d'hygiène au quotidien, des petits outils du quotidien ont fait que j'ai pu sortir de cette maladie parodontale. Voilà. Et donc, on peut ne pas ressentir d'effet du tout. Et puis, un jour, se dire, ah ouais, mais tiens, il s'est passé un truc là. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer, il se passait rien de spécial, hein. Je m'asseyais, je pratiquais, je sentais ma respiration, je me connectais aux 5 sens, je faisais des balayages corporels. Et puis, un jour, je marchais dans la rue et sur un chemin
pour aller au travail que je prenais depuis 1 an, j'avais jamais vu un immense magnolia. Parce que j'étais comme ça. J'étais dans mon objectif, je marchais et je pensais à arriver au travail. Et puis j'avais commencé à développer cette qualité de présence et puis mon attention s'est ouverte. Je marchais dans la rue, je voyais ce qu'il y avait autour de moi et je me suis mise à voir des choses autour de moi. J'ai même remarqué que je croisais depuis plusieurs mois une copine et on s'était jamais vus parce que on était toutes les deux dans notre chemin là en pilotage automatique. Voilà. Donc on peut remarquer des choses qui nous surprennent petit à petit. On peut avoir des moments où ça nous fait du bien, des moments où ça nous fait rien, des moments où c'est hyper agréable. Voilà, c'est la vie en fait. La vie, c'est fait de tout ça. Hein. C'est fait de moments agréables, de moments difficiles. Merci, bonne soirée. Pas de souci, je vous en prie. Merci de votre présence. Merci à vous. Au revoir. Oui. Alors, c'est pas une question, c'est un témoignage d'un petit truc simple pour renforcer l'attention. J'ai découvert ça il y a quelques années, je m'en suis servi un certain temps. Ce sont des applications qui sont téléchargeables gratuites pour programmer un petit gong de temps en temps, ça fait 10 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, juste pour faire un rappel de soi et se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de ressentir en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis distrait? Est-ce que si? Et j'ai trouvé que c'était très pertinent parce qu'on renforce l'attention à soi. Oui, ça c'est vraiment une pratique de pleine conscience. C'est ça, c'est vraiment faire des stops. Et en fait, on a des outils aujourd'hui, hein. Et bien souvent on est esclave de nos outils, et ben on peut reprendre le pouvoir sur nos outils et se les réapproprier et effectivement se mettre une petite alarme de temps en temps dans les moments où on sait que ça va déranger personne. C'est un des outils. On peut se mettre un post-it, on peut avec les enfants avoir un jeu, tiens, à chaque fois que tu tapes sur la casserole avec la cuillère, on s'arrête comme une statue et on fait une petite pause et on sent sa respiration, on sent ses pieds ou le jeu des 5 sens. Alors là, on a fait l'expérience de porter attention aux 5 sens, mais ça, on peut le faire avec les enfants. En voiture, avec son enfant, avec ses petits-enfants. Tiens, allez les enfants, dites-moi une chose que vous entendez. Dites-moi une chose que vous sentez. Est-ce que vous avez un goût dans la bouche? Dites-moi une chose que vous sentez par le sens du toucher. Et hop, vous voyez, vous amenez les enfants à sentir et mettre des mots sur ce qu'ils sentent. Et puis vous le faites aussi avec eux. Et voilà. Et en fait, ce que travailler avec les enfants m'a appris, c'est que ça peut être très ludique et très court et très dynamique et très simple. Hein. C'est vraiment, ça peut être des mini pauses. Voilà, hop, j'ai ma petite sonnerie qui se met en route, paf, je m'arrête et je sens 3 respirations. Et voilà. Et hop, je reprends mes activités. Ça n'a pas duré longtemps. Quelques secondes. Et j'ai déjà fait une pause. Je me suis juste permis de m'arrêter et de respirer. Voilà. Oui. Merci. Alors, ma question. Je perçois une différence de sensation entre le fait de me dire je ressens mes pieds sur le sol et le fait de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que je peux ressentir mes pieds sur le sol. Vous avez toujours dit peut-être que quand vous avez proposé là. Et c'est dû à quoi cette différence de sensation? Pourquoi vous dites toujours peut-être que? Parce que tout le monde ne sent pas ses pieds au sol. Et en fait, c'est une invitation, c'est une proposition. C'est comme ça qu'on guide les pratiques, en fait, c'est-à-dire qu'on n'influence pas le ressenti. Par exemple, si on explore la sensation des pieds, on peut à un moment dire, bah tiens, peut-être qu'on sent les chaussettes, peut-être qu'on sent du chaud, du froid. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sentent pas les pieds parce qu'ils ont des paresthésies, parce que ils ont peut-être pas de pieds, parce que peut-être ils sont handicapés et que voilà. Et donc l'idée c'est de ne pas donner une injonction à sentir. C'est je te propose de faire une expérience. Tiens, peut-être que tu peux sentir tes pieds, mais peut-être pas. Mais simplement, tu as mobilisé ton attention
Et tu as, en même temps, quelque part, tu as ramené ton attention hors du vagabondage mental, tu l'as ramené ici et maintenant dans l'instant présent. Ah, là, je ne sens pas mes pieds. Ok, voilà. Voilà. Merci pour cette question. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est très important d'aller avec des professionnels qui sont aguerris parce que ça fait partie des dérives qui ont été notées dans la pratique de la méditation, des gens qui ne sont pas bien formés, qui ne sont pas rigoureux et qui peuvent donner des injonctions à ressentir sans la détente. Mais je me sens pas détendue, je m'ennuie, je suis agitée, c'est pas bien, alors j'ai pas réussi l'exercice. Mais non, pas du tout. Justement, l'idée c'est qu'il n'y a rien à réussir et que si je m'ennuie, si je ressens de l'impatience, si j'ai envie de gigoter, si j'aime pas là tout de suite, c'est ok. Ah oui, j'ai compris. Ça pourrait m'intriguer en fait, de dire peut-être ça crée l'ouverture. C'est une excellente question. Alors que sinon, l'injonction, c'est encore. Juste un petit peu. Je ne sais pas si vous voulez des conclusions. Moi, je suis François Paille, ancien président du Jet Club. Je suis par ailleurs président professeur honoraire de thérapeutique à la faculté de médecine de Nancy. C'est dire si pendant toute ma carrière, j'ai enseigné essentiellement les médicaments. Et en fait, vous avez dit que la méditation de pleine conscience n'est pas une thérapie. Elle peut l'être. Elle l'est de plus en plus. Parce que finalement, on a dans nos sociétés occidentales, et notamment en France, cette mauvaise habitude de traiter tout par le médicament, comme s'il n'y avait que les médicaments. D'ailleurs, ne sont pas tous aussi efficaces qu'on pourrait le croire, malheureusement. Alors qu'on oublie un petit peu cet impact entre le corps et l'esprit, cette puissance de l'esprit sur le corps. Vous avez appelé tout à l'heure la référence à l'effet placebo. On est vraiment dans cet élément très important qui, en point, le corps peut impacter notre cerveau et le cerveau impacter le corps. Alors, on a plein de méthodes comme ça, dites non médicamenteuses, qui sont relativement encore mal perçues parce que tout de suite, c'est des dérives financières, sectaires, charlatanesques, que sais-je. On voit que si c'est bien fait, bien présenté, je vous remercie encore de l'avoir fait, ça peut être très intéressant, y compris comme alternative à des traitements médicamenteux et parfois aussi efficace que des traitements médicamenteux. Donc, si je dis qu'on a un problème dans notre pays, c'est parce que, en dehors du médicament, pas grand-chose n'existe. Qu'elles sont parfois un peu vilipendées, vouées aux gémonies, et je crois que c'est vraiment une difficulté. Je ne parle même pas d'individus ou des ordres professionnels de santé qui sont vent debout contre beaucoup de ces méthodes. Alors on voit l'impact que ça peut avoir. Alors je vais vous donner un exemple par exemple. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, moi je suis addictologue aussi, donc on a des patients qui ont très envie de consommer à certains moments. On a des médicaments qui sont peu performants pour éviter ces envies de consommer et donc les consommations. Et donc on peut imaginer qu'on mette ces envies sur le tapis, et on dit c'est pas grave, s'ils ne pensent pas ça va passer, puis évidemment ça passe pas et les gens vont consommer. Et là l'idée c'est de faire le contraire, c'est-à-dire de dire je vais regarder cette envie, je vais l'observer, je vais voir ce que je ressens, je vais voir mes émotions, et puis je vais aller vers l'idée que je peux finalement vivre avec ça, que je peux faire avec. Ce qui nous amènerait à parler des thérapies d'acceptation et d'engagement, ça c'est le dit, étant complémentaires, qui permettent d'aider des patients à gérer ses envies et à passer du temps sans consommer et petit à petit à essayer de s'en sortir. Donc, vous voyez un petit peu à titre d'exemple, ces méthodes peuvent être utiles, intéressantes, en tout cas à titre personnel, je le crois. Et je crois qu'il faut qu'on essaye tous ensemble d'influencer nos décideurs qui sont restés très médecine validée. Alors c'est vrai que ces méthodes ne sont pas toutes forcément très bien validées. La méditation de pleine conscience, la conscience l'est plutôt bien. Il y en a plein d'autres qui le sont peut-être un peu moins bien. Sûrement, il faut continuer à faire ces évaluations dans un cadre scientifique. Il faut aussi ouvrir l'esprit vers, il y a d'autres méthodes, il n'y a pas que ce médicament, il y a d'autres méthodes qui peuvent être très utiles à la fois dans un cadre de bien-être, mais aussi dans un cadre thérapeutique. On peut aussi dire, finalement, la qualité de vie d'un patient qui est malade, et là, on pourrait parler des soins de support en cancérologie, qui utilisent plein de méthodes, y compris esthétiques ou autres, et qui sont bien d'amélioration de la qualité de vie d'une personne malade. Il y a deux aspects. Je ne suis pas malade, mais je peux améliorer ma qualité de vie. Et puis, au contraire, je peux améliorer ma qualité de vie en étant malade. Bref, ça nous amène un peu loin de toute discipline. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye à la fois de continuer à évaluer correctement ces méthodes dans un vrai cadre scientifique, mais aussi à faire changer l'état d'esprit qui consiste à dire finalement si c'est placebo, ça ne sert à rien. Et Valérie l'a bien dit, l'effet placebo est parfois très puissant et peut aider beaucoup et avec moins d'effets indésirables que les médicaments.
crois qu'il faut qu'on essaye, là, on est vraiment dans un cadre sociétal. C'est peut-être parce qu'on vient de Descartes, je ne sais pas, mais c'est vrai que notamment en France, alors d'autres pays sont plus ouverts que nous, les Suisses, les Allemands, essayer de mettre tout ça dans le cadre d'une ce qu'on appelle une médecine intégrative qui associerait le meilleur de la médecine technique, scientifique, plus le meilleur de ces méthodes. Je crois qu'on aurait vraiment une belle médecine humaine, vous l'avez dit, et qui prenne la personne dans son ensemble et dans sa globalité. Et je crois qu'on en est encore assez loin malheureusement. Voilà, en tout cas, mille merci encore à Ulrich de sa présentation. Merci à vous d'être venus et d'avoir écouté, d'avoir posé des questions. Et puis, il me reste à terminer. On vous souhaite une très bonne fin de soirée et un très bon week-end.